de tout reproche dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Les avocats de la défense de l'ancien ministre de l'économie et des finances ont demandé la comparution de 2 témoins jugés clés dans cette affaire. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Oumar Tatamli et de l'ancien ministre chargé du budget Madani Touré. Vous allez avoir les détails dès l'entame de ce journal. Des localités de la commune rurale de Djafarabé, malgré les efforts déployés par les forces armées maliennes, seraient sous embargo des groupes armés terroristes depuis près d'1 mois. Face aux conséquences de cette situation d'insécurité, les populations lancent un cri de cœur aux autorités. Le réseau téléphonique est de nouveau stable après quelques jours de perturbations dans le cercle de Diré. Ce rétablissement du réseau a ainsi mis fin au climat de peur qui s'était installé dans la communauté. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais tout de suite dans les titres, le procès de l'affaire dite achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires suit son cours avec le passage à la barre des personnes suspectées de détournement de fonds publics, de violation des procédures de passation des marchés publics et de manque de diligence dans la gestion des fonds alloués pour les besoins de l'État. À la séance du mercredi 11 juin 2025, les avocats de la défense de l'ancien ministre de l'économie et des finances ont demandé la comparution de 2 témoins jugés clés dans cette affaire. Il s'agit notamment de l'ancien Premier ministre Oumar Tatamli et de l'ancien ministre chargé du budget Madani Touré. Pour en savoir davantage sur la possibilité de comparaître de ces 2 témoins, je vous propose ici de suivre Maître Djangina Tunkara, avocat de l'ancien ministre de l'économie et des finances Boaré Fili Sissoko, au micro de nos reporters Gabriel Keita à Lousseini Diallo. Bon, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, le 9 octobre, après 3 semaines de débat, brusquement, on a renvoyé le dossier pour complément d'information. À l'effet d'écouter le Premier ministre Moussa Mara, Oumar Tatamli et l'ancien ministre du budget, Madani Touré. Bon, à la réouverture du dossier, le 22 mai, renvoyé au D3, bon, on était surpris de ne pas les voir. Bon, nous, on a demandé à ce qu'ils comparaissent. Parce que vous vous rappelez aussi que le procureur général avait dit que dès que ma cliente a appris l'audition de Oumar Tatamli, qu'elle a simulé une maladie. Nous, on a dit on n'a pas peur de la confrontation. C'est pourquoi on a exigé à ce que ces 2 personnalités soient là. Ce matin aussi, on a demandé à ce que ces 2 personnes-là puissent comparaître. On nous a dit que l'un se trouvait au Canada, l'autre se trouverait aux îles Comores. Et on a répondu que le Canada, c'est à côté. Et demain, quelqu'un qui est au Canada aujourd'hui, demain, il est à Bamako. Quelqu'un qui est aux îles Comores, demain ou après-demain, il est à Bamako. Pour qu'il y ait cette confrontation-là. Cette confrontation est nécessaire. Parce que si cette confrontation-là n'a pas lieu, le procès va perdre sa crédibilité. Et nous, on veut un procès exemplaire. Un procès exemplaire, un procès exempt de tout reproche, qui sera à l'abri de toute critique. C'est pourquoi nous pensions que c'est nécessaire qu'ils viennent comparaître, qu'il y ait une confrontation pour que la responsabilité des uns et des autres soit située. C'est un peu ça notre démarche. La ministre Mme Boaré Fili Sissoko est toujours malade. Elle vient toujours en civière. Sauf qu'elle s'est fait violence sur elle-même. Parce qu'elle a piaf de dire la vérité, que cette affaire finisse. Mais elle fait tout pour qu'il y ait, pour que la lumière puisse vraiment réjaillir de ce débat-là. C'est pourquoi elle veut vraiment, malgré la souffrance, malgré la douleur, elle accepte la souffrance, la douleur, pour qu'on puisse vraiment passer de l'avant, pour que ce procès puisse se tenir. La Croix-Rouge malienne, dans une initiative conjointe du secrétariat de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des sociétés nationales européennes certifiées par la DG ECO, a animé ce mercredi 11 juin
2025, un atelier national de capitalisation marquant la fin du projet Accélérer l'action locale dans les crises humanitaires et sanitaires. Un projet triennal qui visait à renforcer les capacités locales des sociétés nationales pour mieux soutenir les communautés vulnérables à toutes les étapes de gestion des risques de catastrophe. Alamako Diabaté, Bakary Dao, compte rendu. Après 4 ateliers régionaux organisés entre mars et avril 2025, ayant rassemblé l'ensemble des acteurs, y compris les bénéficiaires du projet, pour documenter les succès, les difficultés et les leçons tirées, ce présent atelier a permis aux acteurs de la Croix-Rouge malienne de réunir toutes les parties prenantes pour analyser l'expérience, valoriser les acquis et identifier les enseignements clés dans une perspective d'amélioration continue de son projet Accélérer l'action locale dans les crises humanitaires sanitaires. C'est un projet d'un peu plus de 5 milliards 400 millions de francs CFA pour assister à la fois les populations affectées par les crises que nous avons connues, que ce soit la crise sécuritaire, les effets du changement climatique, qui ont affecté à la fois des populations déplacées, mais aussi les populations hautes. Ce programme nous a permis de couvrir et d'assister en direct plus de 200 000 personnes, des cibles directes, mais pour les populations, pour les cibles indirectes, nous avons couvert plus de 2 millions de personnes. Face à un document de qualité, les partenaires ont félicité la Croix-Rouge malienne pour son travail rigoureux réalisé au cours du projet Accélérer l'action locale dans les crises humanitaires sanitaires. Au-delà de ces chiffres, il faut voir des communautés, il faut voir des familles qui ont retrouvé le sourire grâce au financement que nous avons pu obtenir de la part de la DG ECO. En ce jour solennel, je voudrais donc justement dire merci à toutes les personnes qui se sont investies dans la mise en œuvre de ces activités-là. Le Croix-Rouge malienne a toujours très bien représenté le pays, a très bien montré le succès et aussi l'appui des autres pays. Et je voudrais encore féliciter que dans toutes ces rencontres, le Croix-Rouge malienne sort comme le premier. Félicitations. À noter que ce projet, lancé en février 2021 à la suite d'une note d'orientation de la Croix-Rouge, est mis en œuvre dans 24 pays à travers l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Asie. Dans le classement général, le Mali occupe la première place. La situation sécuritaire reste tendue dans la commune rurale de Diafarabé, et ce malgré les efforts déployés par les forces armées maliennes. Selon nos confrères de Studio Tamani, informés par des sources locales, la localité de Diafarabé serait sous embargo depuis près d'un mois. Et face aux conséquences de cette situation d'insécurité, les populations lancent un cri de cœur aux autorités. Un commentaire signé Fatoumata Lavastouré. La commune de Diafarabé, dans le cercle de Téninkou, région de Mopti, est sous embargo depuis près d'un mois, a-t-on appris de nos confrères de Studio Tamani. Elles indiquent que l'entrée et la sortie de la ville ont été bloquées par des hommes armés. La situation provoque déjà une pénurie de certains produits alimentaires, tels que l'huile, le poisson, le sel et autres. Les habitants les plus nantis se sont empressés d'acheter des stocks de produits de première nécessité. Cette situation, si elle perdure, pourrait impacter les travaux champêtres dans la commune, précise la même source. Selon des sources locales, les hommes armés présents dans la zone ont sommé les populations de Daro, de Barké-Daga et de Télémbé-Akara de quitter leur village. Suite à cette menace des hommes armés, le village de Kara s'est vidé de sa population. Toujours selon la même source, à Diafarabé, le centre de santé communautaire ne fonctionne plus normalement et les activités économiques comme la pêche, l'élevage, le commerce sont au ralenti. Faute de liquidité, les achats se font par transaction, mais le retrait d'argent ne sont pratiquement plus possibles. 11 personnes du village de Barké-Daga, dont le chef de village, ont été enlevées depuis quelques jours par des hommes armés non identifiés selon un habitant qui a gardé l'anonymat. La même source indique que ces enlèvements font suite au refus de quitter le village
suite à l'ultimatum donné par les terroristes. Elle ajoute que ces individus armés refusent tout mouvement des populations d'un village à un autre. Les forces armées maliennes sur place patrouillent dans la ville de Diafarabé, mais pas au-delà, à cause du déplacement difficile dans cette zone inondée, explique notre source. Elle ajoute que la population s'inquiète de son sort et sollicite urgemment l'intervention des autorités afin d'éviter le pire. Nous restons à l'intérieur du pays. Après quelques jours de perturbations, le réseau téléphonique se stabilise dans le cercle de Diré. Ce rétablissement du réseau a ainsi mis fin au climat de peur qui s'était installé dans la communauté. Rokia Toussori Dambélé nous en parle. Le réseau téléphonique a été perturbé pendant au moins 3 jours dans le cercle de Diré, région de Tombouctou. Cette situation avait instauré un climat d'inquiétude chez les populations qui vivaient sans possibilité de communication avec le reste du monde. Dans un contexte sécuritaire déjà fragile, ce manque d'informations avait accentué la peur et la confusion chez les citoyens. Certains voyaient en cela un sabotage de groupes armés terroristes. Selon Studio Tamani, cette situation a aussi impacté les activités économiques dans la localité. Après ces quelques jours de perturbations et de peurs, le réseau téléphonique se stabilise petit à petit. Depuis mardi, dans le cercle de Diré, dans la région de Tombouctou. Et le calme commence à revenir avec le rétablissement du réseau téléphonique dans plusieurs localités du cercle, apprend-on d'une source locale. À Sikasso, Madame la gouverneure a instauré un couvre-feu sur toute l'étendue de la région depuis le jeudi dernier. Nos correspondants sur place, Idrissa Diallo et Penda Koné, ont sillonné la région pour aller recueillir la perception des citoyens sur cette décision de Madame la gouverneure. Suivons ensemble ces réactions. Cette situation de couvre-feu, en réalité, moi, je la trouve pas mal. Mais néanmoins, il fallait tenir compte de l'approche de la fête. Ça coïncidait avec la fête, donc ça a été un peu compliqué pour les gens. Et surtout que la fête, nous savons tous que c'est une période de festivité. Les gens fêtent jusqu'à tard dans la nuit et ça empêchait beaucoup d'aller au fond dans les activités festives de leur mois, de leur tabaski en réalité. Mais en dehors de tout ça, il faut le dire aussi, cette mesure, elle doit être salvatrice en fait. Parce que si on sent que l'insécurité est en train de grandir, peut-être que ces situations de couvre-feu peuvent permettre aux forces de sécurité d'avoir mieux le contrôle sur la sécurité de la région. Et sur ce point-là, moi je pense quand même que ça ne doit pas beaucoup déranger les gens et que voilà, il faut patienter à un moment opportun. Donc tout ça, ça va finir. Ce couvre-feu, moi je ne vois pas d'inconvénient. Vu que ça a été fait pour sauvegarder la sécurité régionale, non pas régionale mais nationale. Donc vous savez actuellement il y a des multiples attaques partout ici au Mali, donc notamment dans la région de Sikasso, plus précisément à Mao. Donc on a été tous témoins de cette attaque. Donc à raison de cela, et les autorités ont jugé nécessaire d'instaurer ce couvre-feu. Je dirais que cette initiative est savamment réfléchie par les autorités de l'État. Vu l'insécurité grandissante des régions, précisément ici à Sikasso et des différentes zones du Mali, mon point de vue est qu'ils ont très bien fait d'instaurer ce couvre-feu. Et en même temps, ce qui m'a plu également, c'est que les jeunes sont en train de respecter les horaires qui ont été instaurés. Ça, c'est une très bonne chose. Et on dirait qu'il y a l'éveil des jeunes par rapport à l'insécurité. Par ailleurs, l'ancien ministre Ibrahima Ndiaye, dit Iban Ndiaye, décédé le 6 juin dernier 2025, à Tunis, à l'âge de 77 ans, des suites d'une longue maladie, a été inhumé ce jour à Bamako. Une occasion pour sa famille, ses proches, ses anciens collaborateurs et compagnons et les autorités actuelles de lui rendre un dernier hommage. Ces obsèques ont eu lieu
chez lui à Banankaboko dans le 6e arrondissement du district de Bamako ce mercredi 11 juin 2025. Puisse Dieu lui pardonner. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.